Donc il y a des fois, je dis à des femmes: «Qui es-tu?» Elles vont me dire: «Je suis une femme, je suis une mère». Enfin, elles vont me dire: «Je suis noire, je suis ci, je suis ça». Mais ça m'est arrivé, hein, j'en parle parce que je suis sortie de là, hein, moi aussi là. C'est pauvre, il y a pas de mots, ça fait pitié. Tu as fait tout ça de ta vie, tu es que 3 mots. Iche! Et là, tu te rends compte comment tu es loin de toi. La réussite est collective, l'échec est individuel. Regarde celle-ci, elle a essayé de s'en sortir, de faire ça, regarde maintenant. Mais quand tu as réussi: «Ah, on est fiers d'elle, on». Les «on» se ramènent partout. Pourquoi attendre la nouvelle année pour être nouveau? Pourquoi pas maintenant? En Il y a fait, quoi la nouvelle année, genre: «Happy New Year». n'est-ce pas? Yes, il s'est passé quoi? L'heure a changé, En fait, il a neigé, ça a changé quoi? Il neigeait hier? bienvenue dans Saya Care, le podcast qui explore la santé, le bien-être et la transformation personnelle à travers les récits des femmes de la diaspora africaine. Aujourd'hui, nous arrivons avec notre dernier épisode de cette série. Un épisode placé sous le signe de la réflexion, de la clarté et de la transformation intérieure. Nous avons choisi de consacrer cet épisode aux biais cognitifs parce qu'ils influencent silencieusement et constamment notre santé mentale, nos décisions, nos relations et même la manière dont nous nous percevons en tant que femmes de la diaspora africaine. Comprendre ces mécanismes, c'est se donner la possibilité de penser autrement, de se libérer d'automatismes hérités et de construire une vie beaucoup plus alignée. Pour en parler, nous accueillons Néné Oularé, coach stratégique et coach cognitif depuis plus de 10 ans, experte en matrice cognitive, leadership et accompagnement au changement. Avec elle, nous allons explorer un thème aussi fascinant que fondamental. Comment nos pensées, nos perceptions et nos biais cognitifs influencent nos décisions, notre santé mentale et notre façon de traverser la vie. Un épisode pour comprendre finalement autrement et surtout pour commencer l'année à venir avec une perspective, ma foi, je l'espère, plus claire, plus solide et surtout plus alignée. Bonjour Néné, Bonjour Jamila, comment vas-tu? très bien. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de te recevoir, Néné, ma coach. N'est-ce pas? Je pense qu'on va avoir une conversation très riche, riche en apprentissage, riche en découvertes, je pense pour la plupart des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Mais avant qu'on apprenne à te connaître un peu plus, j'ai fait une petite intro, tout ça. J'aimerais quand même te poser une petite question d'introduction, une mise en bouche. Je t'en prie. On va commencer comme ça. C'est ton tour de me torturer maintenant. N'est-ce pas? Quand tu observes justement ton parcours en tant que femme, en tant que coach, en tant que femme issue de la diaspora, quel a été le moment où est-ce que tu t'es rendu compte que la manière de penser pouvait avoir un impact sur la manière de vivre? Oh, c'est une question très profonde. Elle a beaucoup de volets, je vais essayer d'être, très synthétique. Hem, je pense qu'on se rend compte déjà que notre façon de penser va affecter notre façon d'agir déjà dans le cadre familial dans lequel on évolue. Parce que souvent, tu sais, on a notre culture, notre famille, on est empreint de ce qu'on nous sert à la naissance et pendant l'enfance. On côtoie l'école, après on va travailler, on côtoie des gens et très vite on se rend compte que notre façon de vivre n'est pas celle de tout le monde. N'est-ce pas? Donc il y a 2 options, soit être confronté au fait de se dire: «Ben, moi c'est la vérité et puis tout le monde a faux», ou d'être ouvert d'esprit. Quand on a un peu de curiosité, on s'ouvre et on apprend à comprendre, ne serait-ce qu'au moins s'ouvrir sur la façon dont l'autre pense. Ça, c'est le début du changement, s'ouvrir. Donc je pense que quand on s'ouvre, on voyage ou ne serait-ce que s'ouvrir à des gens qui ont une autre culture que la nôtre, par là même, tu te rends compte que ta façon de penser est différente et que c'est pour ça qu'on va tous agir différemment. C'est ça qui va expliquer les comportements des autres, y compris les nôtres. OK, et cette, ouverture-là, c'est passé à quel moment pour toi? Pas le choix, je suis métisse, de tellement j'ai quand même 16 régions d'origine. Ancestry DNA me l'a dit, c'était très Ça, comique. c'est beaucoup quand même. J'en ai beaucoup, c'est compliqué, mais principalement quand même la Guinée, OK. l'Égypte, la France. J'ai grandi en France, d'une mère qui est aussi, métisse, grandi dans un environnement, qu'on appellerait la cité, où c'est un grand mélange multipode de plein de cultures et de personnes et donc déjà, de par le fait d'être métissé, d'avoir différentes origines, dans une même maison, tu vois que les règles de tes parents sont pas les mêmes. C'est juste la réalité devant toi là, sans aller dehors, tu te rends compte que tu as déjà pas les mêmes règles, ils n'attachent pas d'intérêt aux mêmes choses. Il y a des points qui sont plus importants pour un parent ou l'autre. Donc déjà, tu comprends que il va te falloir de la souplesse. Il va te falloir de la souplesse pour évoluer. C'est qu'on va y aller dans cette Yes, souplesse, allons-y. on va faire un petit parcours. Est-ce que tu peux justement nous parler, de ce cheminement, qui t'a amené au coaching, cognitif et stratégique? Moi, je dis souvent que le coaching m'a trouvé. OK.
Parce que si je retrace mon parcours, sans entrer depuis la genèse de ma naissance, que ça n'intéresse personne, hem, quand j'étais enfant, de même que quand j'ai grandi, que que ce soit à l'école, avec des amis, les parents de mes amis, des professeurs, puis ensuite dans le monde du travail, on m'a toujours sollicité pour faire le lien, la traduction, l'interprétation des situations complexes. OK. À chaque fois qu'il y avait des choses complexes, on me disait: «Toi, tu peux parler à cette personne, elle va t'écouter. Ma fille n'écoute rien». Tu sais, j'étais très jeune quand même. Mmh. «Ma fille n'écoute rien. Est-ce que toi, si tu pouvais lui parler, elle comprendrait?» Ou les parents se confiaient à moi, des professeurs même qui se confiaient à moi, parce qu'on était dans un milieu quand même, difficile. Dans mes emplois que j'ai eus, je travaillais pour des présidents directeurs généraux, donc des grands chefs d'entreprise, qui eux-mêmes, quand bien même ça soit très performant, il y a quand même des questions sur lesquelles ils étaient pas super habiles en relation avec les autres Mmh. et je me suis retrouvé souvent dans ces situations. Donc moi-même, j'ai pris le temps d'observer. Pourquoi est-ce que ces situations viennent toujours à moi? Mmh. À un moment, je l'ai vécu comme un fardeau. Pour être très sincère, c'était quand même depuis ma jeunesse, je me disais: «Mais je suis un enfant, est-ce que quelqu'un s'en rend compte?» Puis après, je suis sorti de là pour me dire: «Mais y a-t-il quelque chose à apprendre dedans?» Pour finalement voir que c'est des compétences que j'exploitais ou que je pouvais exploiter consciemment. Donc c'est là, en fait, que j'ai compris que c'était une force et que c'était la chose dans laquelle j'excellais le mieux. Donc j'ai décidé de m'en emparer et de comprendre moi-même et puis ce que je pouvais en faire. C'est là, en fait, que j'ai commencé à faire du coaching parce qu'en fait, j'en ai toujours fait. C'est Partout quelque où j'ai chose été d'inné au final. exactement, j'en ai toujours fait. Selon toi, qu'est-ce que ça signifie penser autrement quand on a grandi entre plusieurs cultures, attentes et codes? Alors penser autrement, hem, selon moi, enfin, d'après mon expérience, c'est déjà s'identifier. C'est prendre le temps de regarder: «OK, qui suis-je ou qui je pense que je suis?» Parce que tu reçois beaucoup d'étiquettes. Que ce Ce soit sont 2 questions différentes au final. Qui suis-je et qui exactement, je pense que je suis? exactement. Parce que je peux dire aujourd'hui: «Je suis cette personne», mais si je creuse et je te dis: «Qui tu penses être?» Alors je pense que je suis telle personne, une femme noire, l'enfant d'un tel. Mmh. Mais qui es-tu vraiment? Là, on commence à prendre la distance avec ce que j'ai reçu, de ce que je choisis de garder Mmh. et c'est pas du tout la même chose. Donc si on prend la distance en se disant: «OK, j'ai reçu ça comme éducation, voici le contexte dans lequel j'évolue, voici ce que je sais de moi à Mmh. date, mais qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce que je choisis là-dedans, qui me ressemble vraiment?» Puis là, déjà, tu commences à avoir penser autrement. Tu sors de être ce qu'on t'a dit que tu étais, par définition ou par dans le contexte, Mmh. par choisir. Choisir de regarder, mais est-ce que je peux être quelque chose quelqu'un d'autre? Mmh. Est-ce qu'il y a des choses chez moi que je n'ai pas vues ou qu'est-ce que je vais choisir d'être? Donc ça, c'est déjà ouvrir sa pensée et remettre en question. Penser autrement, c'est remettre en question. C'est une étape à laquelle on ne peut pas échapper. Et qui n'est pas simple. Qui n'est pas simple. Mais pourquoi ce serait simple? Ah, c'est pas marrant sinon la vie. N'est-ce pas? Faut apprendre, n'est-ce pas? Ouais. Si on revient finalement à ce dans quoi est-ce que tu excelles, ce dans quoi est-ce que tu coaches, à savoir les biais cognitifs, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un biais cognitif pour, les personnes qui nous écoutent et qui découvrent le sujet? Et pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ces biais? Un biais cognitif, en fait, on peut résumer ça comme ça. C'est une erreur de jugement. C'est une distorsion systématique. Le mot systématique est très important. C'est-à-dire, c'est une façon de percevoir des choses, de la vie, les autres, soi-même, d'une façon distordue, donc on va dire tordue, mais de façon systématique. Pourquoi? Parce que notre cerveau traite beaucoup, beaucoup d'informations. Et la façon dont il fonctionne, pour se faciliter la tâche, il a des raccourcis heuristiques. C'est-à-dire tout ce qui a l'air de se ressembler, il le met dans une case. Ah ben, la situation n'est même pas encore produite. Il dit ça ressemble à celle-ci, ça va être ça. Mmh. Ça ressemble à ça va être ça. Donc il fait un tri. Et là où c'est un problème, c'est quand la façon de voir systématiquement est tordue, je m'invente quelque chose. Le biais cognitif est la résultante de croyances qui sont elles aussi irrationnelles, des croyances liées à des expériences, des traumatismes, des choses que j'ai vécues. Ben, l'éducation, tout le contexte dans lequel on évolue, crée aussi des croyances. Et lorsqu'elles sont irrationnelles, donnent naissance à des biais. Et sachant qu'un biais cognitif ne vient jamais seul, plus on est de fou, plus on rit. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est là qu'on a l'apparition de matrices cognitives. C'est-à-dire qu'il y a OK. un biais qui a des biais secondaires. Et puis après, créer une petite matrice dans laquelle tout le monde se tend la main, font la farandole. Il y a que toi qui rigoles pas, mais eux sont très contents. Donc un biais cognitif, c'est ça. C'est une façon distordue de voir la réalité. OK. Si on essaie d'aller dans le peu plus concret maintenant, est-ce que tu aurais des exemples de biais cognitifs qui sont un peu plus fréquents chez les femmes de la diaspora africaine? Je dirais pas c'est forcément chez les femmes de la diaspora africaine, mais Chez on les va dire femmes, les de manière femmes, générale? mais bon, Ouais. nous, on va prendre,
Une matrice qui est quand même, je retrouve assez souvent, mais qui se marie avec d'autres matrices parce Ouais. généralement, elles sont corrélées. Je vais prendre, autonomie, contrainte. Cette OK. matrice cognitive consiste à quoi? Lorsque je suis en autonomie, c'est-à-dire que je suis capable de prendre mes décisions, agir de la manière qui me convient, aligné avec mes valeurs, avec mes choix Mmh. et à l'inverse, dans cette matrice, on a des biais qui sont liés au fait d'avoir besoin d'être aimé et OK. d'être reconnu. Donc on a notamment les biais de désirabilité sociale. Je vais agir de la manière qu'il faut ou que le contexte m'indique, de manière à m'assurer que ces gens qui m'entourent vont m'aimer. Dans cette matrice-là, on la retrouve souvent. Pourquoi? On nous a éduqués à ne fais pas de bruit, ne te rebelle pas, une femme se comporte de telle manière, dans notre culture, c'est comme si, tes ancêtres te regardent, ouais, et je les respecte. Mais je veux dire, il y a plein de choses qui se mettent Ouais. autour de nous. Donc dans cette matrice-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne veut plaire. Donc on va lui poser des étiquettes. Tu seras bien gentille, Jamila, de faire ça parce que ça va, tu sais, tu es très gentille, tu es une gentille fille. Biais de label. On va me coller une étiquette et je vais me sentir obligée d'agir. Pourquoi? Pour qu'on m'aime. Finalement, je vais prendre, il y a le biais d'engagement. On va me mettre, je vais dire oui à quelque chose qui ne me plaît pas, qui profondément me dérange. Je vais quand même le faire parce que j'ai dit oui. Pourquoi? Parce que je veux plaire. Donc on est parti d'un biais. On veut plaire, je vais agir de la manière dont on me colle l'étiquette. Ensuite, je vais m'engager à faire des choses que je n'ai pas envie de faire, mais je vais quand même aller au bout, donc biais d'engagement. On va me cadrer, on va me donner un contexte dans lequel je me sens coincée. C'est la culture, tu es une femme, ça se fait pas, chez nous on fait comme si. Biais de cadrage. On me met un cadre dans lequel je me sens obligée de répondre. Et je vais me conformer à des règles, même si elles ne me conviennent pas. Biais de conformité. Donc, tout cela, on remarque qu'il n'y a pas un biais là, il y a la fanfare là. Et ça se manifeste et la personne qui est dans cette matrice-là, elle est enfermée là-dedans. Et à la fin, c'est la souffrance quand même parce qu'à la fin de la journée, j'entends quand même beaucoup de personnes me dire: «J'agis comme ça, mais vraiment ça me fait mal parce que je j'ai mal de ne pas pouvoir me défendre. Ça me fait mal de voir que j'accepte des choses inacceptables». Il y a quand même l'estime qui descend. La personne commence à beaucoup se juger, se blâmer. Donc une fois que tu es ton pire ennemi, tu es ton pire ennemi. Tu ne vas faire que pire. Tu avais nommé au début, un aspect positif qui était en face des biais. Mmh. Est-ce que tu peux développer dessus, s'il te plaît? Ben, lorsque, par exemple, la personne se contraint à dire oui, Ouais. mais quand tu apprendras à dire non, délivrance. Mmh. Tu feras bien ça. Tu es bien gentil, bah, ça, c'est toi qui le dis. Est-ce que tu as envie d'être gentil? C'est quoi être gentil? Déjà, les mots ont beaucoup de poids. On utilise beaucoup de mots qu'on ne comprend pas. Mais la personne qui va s'autoriser à dire: «Voilà ma place, voilà qui je suis, voilà avec quoi je m'aligne. Aujourd'hui, je choisis de dire non parce que c'est ce qui est juste avec moi». Elle va pas se conformer, elle va pas se contraindre à faire des choses, n'aura pas de regrets, ne va pas retourner cette colère contre elle. Donc elle va commencer à s'émanciper. Donc elle va devenir autonome dans ses décisions et dans ce qu'elle décide d'assumer. C'est ça qu'on parle d'autonomie et de contrainte. Fait qu'en soi, on se rend compte que les biais peuvent même influencer nos décisions, nos relations, notre santé mentale aussi. Ça fait que ça. Si Ouais. finalement tu acceptes des choses qui sont inacceptables au fond pour toi, Continuellement, comment tu te sens? systématiquement. Comment tu te sens? Tu penses que tu es incapable, tu regardes l'autre, tu dis: «Bah, elle a l'air tellement plus forte. Moi, je suis faible, j'arrive Mmh. pas, je suis pas capable de m'imposer». Tu vas donc tomber aussi dans des relations qui vont être nocives pour toi. Tu ne sauras pas dire non, non plus, même dans des relations. La particularité d'un biais cognitif ou des biais cognitifs, c'est qu'ils sont partout. C'est comme si on disait: «Dans l'océan, y a-t-il du sel?» Il y en a partout. Mmh. Donc les gens qui se disent: «Moi, j'arrive à être bien au travail, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, moins». Non, c'est faux. Ce biais et la fanfare là, ça chante partout. Not funny, mais c'est ça, tu vois? Finalement, c'est ce que tu vas subir et l'accumulation des expériences négatives intériorisées parce que la Mmh. personne peut-être ne va pas le dire, mais elle va souffrir à l'intérieur. Elle va finir par avoir une image dégradée d'elle-même et elle va Totalement, aussi attirer plus de la même chose. Le principe des biais et des croyances, c'est qu'on attire exactement ce qu'on veut pas. totalement. C'est ça. Fait comment justement nos croyances héritées, familiales, culturelles, migratoires aussi, vont venir façonner notre rapport à la santé et au bien-être? Ben, encore une fois, ça se rejoint. La personne qui a quitté son pays ou sur lequel la famille a misé. Tu vas étudier, tu es le seul à faire ça. On a vendu nos chaussures, nos chaussettes, Pour te regarde tout permettre pour te de permettre d'être là. Donc déjà, il y a un fardeau, la culpabilité est grande. La pression est très grande. Ces gens-là vont tomber dans les matrices aussi cognitives qui sont très émotionnelles, mais qui sont aussi l'exigence. Mmh. Si j'échoue, c'est une catastrophe. On me rejettera, je serai mal aimée, donc tout ce mélange-là. Mmh. La personne, parfois, on va lui dire, oh, c'est quelqu'un, enfin, facilement, on va lui dire, oh, bah, c'est pas la mort, tu sais, t'as raté un examen, c'est pas si grave. Mais la personne, pour elle, c'est: «J'ai manqué un examen, je vais pas avoir les notes, je vais perdre mon visa, je vais avoir la honte,
Je vais m'en retourner sans avoir accompli ce pourquoi ma famille a investi. Pour elle, c'est comme mourir. Donc c'est facile pour les gens d'avoir un jugement là-dessus, mais la personne, faut s'imaginer ce qu'elle vit intérieurement. Et une fois que tu es comme ça, mentalement, comment peux-tu être bien quand tu vis avec la pression que l'échec, ce n'est pas possible? Plus tu appelles quelque chose impossible, plus il devient réel. Plus tu échoues. C'est plate, mais c'est ça. Totalement. Tu fais encore plus de ce que tu ne veux pas. Ça m'a l'air d'être un tu l'as nommé système, mais aussi un schéma. En soi, c'est quelque chose de relativement répétitif, continu. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître ce schéma mental qui nous enferme et qui nous limite, en fait? Bah, Jen, bon, déjà, je dis faites-vous accompagner, Clairement, parce que c'est vrai que c'est difficile clairement, d'être avec soi-même sans c'est connaître ça. les outils, mais quand même, il y a des choses qu'on peut faire très bien. C'est déjà, admettons, prends une feuille, tu t'assois. Quelle est la chose qui te terrifie le plus ou qui t'indispose le plus? La personne qui dit: «Non, vraiment, ces situations-là, pour moi, sont souffrantes ou répétées et me dérangent vraiment dans le résultat que j'obtiens». Parce qu'il faut voir le résultat que tu ne veux pas avoir. Je prends cette situation, je l'analyse. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que j'en souffre? Qu'est-ce qui est en jeu quand ça se produit? À quoi j'ai pensé? Quelle est la pensée récurrente qui vient? Comment j'agis de façon systématique? Comment est-ce que je réponds systématiquement à cette situation? Y a-t-elle un autre cadre dans lequel elle se manifeste? Oui, J'espère que vous notez toutes les questions que Néné est en train de mentionner en ce c'est moment. ça. Mais peut-être c'est une étape. Ensuite, de se Ouais. demander, OK, ça, c'était une situation qui est venue, c'était le travail. Est-ce qu'elle se manifeste ailleurs? Exactement. Quand je suis avec tel membre de ma famille, Mmh. voici ce qui se passe. Et après, tu vois les points communs. Dans ces situations, qui sont même avec d'autres personnes, mais il y a des points similaires. Mmh. Ce qui va me toucher, c'est je me sens vexée ou je me sens rejetée. Voilà comment je réagis. Je m'énerve ou je me renferme. Comment est-ce que j'agis? Donc là, tu comprends que tu as un pattern là. Mmh. Il y a un résultat récurrent que tu ne souhaites pas et des comportements répétés. Donc là, tu te dis: «OK, comment est-ce que je peux faire autrement?» Là, il faut que j'identifie quels sont les biais qui se rajoutent là. C'est quoi mon enjeu Mmh. dans être rejeté? Pourquoi est-ce que j'ai tellement peur de ça? Et là, il y a des situations qui deviennent de ton enfance, de plein de situations qui vont apparaître et qui vont te dire où tu as commencé à faire ça. Donc, on peut quand même avoir un début de similarité, répétition. Cela se répète dans divers contextes et j'ai toujours la même réaction, la même émotion négative, le même résultat. Mmh. Donc déjà, c'est un début pour comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Bah, ça prend vraiment de l'honnêteté envers soi-même, hein, Sincérité est le mot numéro un. parce que sinon tu peux pas, Sinon, tu te racontes des vies. en fait. Si tu peux continuer avec ton petit bocal et ton poisson rouge, vous allez beaucoup vous amuser parce que tu vas pas sortir de là en n'étant pas sincère. C'est ça, en fait. Puis j'ai l'impression que la conscience de soi est totalement primordiale dans la transformation personnelle. C'est les 2 sont extrêmement interconnectés au final. Et puis c'est intéressant que tu amènes la conscience de soi parce que ce qu'on sait aussi sur les biais cognitifs et les matrices cognitives, c'est des biais inconscients. Oui. C'est que tu ne te rends même pas compte de ce qui se met en route Mmh. quand tu te sens mal ou quand il y a un déclencheur. Il y a toujours des déclencheurs. Mmh. C'est parce que tu fais un processus d'accompagnement aussi, ou en tout cas d'introspection, que tu arrives à voir quels sont mes déclencheurs. OK, quelle est la blessure qui est là? Mmh. Ce qu'il faut comprendre beaucoup, les gens se disent: «Oh, peut-être intérieurement, je suis pas assez, je suis pas suffisant». On est très fort à se taper dessus. C'est un sport national dans lequel tout le monde excelle, malheureusement. Mais il faut aussi se dire que si on a développé ces biais, c'était un mécanisme de survie. C'est une façon de survivre à un choc ou à anticiper un choc. J'ai peur d'être blessé. Voici les barrières que j'érige pour me protéger. Donc Mmh. à la base, oui, ça devient tordu, mais c'est un instinct de survie. Donc il faut se détendre là. On en Totalement. a tous. Mais la conscience de soi, comment je peux être conscient de moi-même si je ne questionne pas? C'est Si je ça. ne m'assois pas pour dire: «Oh, aujourd'hui, je suis le résultat de mon vécu, ma personnalité, mes origines, ma culture, mes expériences, mes échecs, mes réussites, l'amour des autres, l'amour pour moi», et il faut qu'il y en ait. Quand on distingue ça, OK, qu'est-ce qui est ma culture? Qu'est-ce qui est mes parents? Mmh. Qu'est-ce que j'ai hérité du contexte dans lequel j'ai grandi pour rester avec, OK, qu'est-ce que je manifeste quoi qu'il arrive dans toutes les situations? Là, il commence à avoir ta personnalité. Il faut que tu commences à regarder. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Qu'est-ce qui te sert? Il y a des choses que tu ne pourras pas changer à ton sujet, il faut juste l'accepter au Mmh. lieu de se combattre tout seul. Donc prendre conscience de soi, c'est savoir ce qu'on manifeste de mieux, connaître ses limites et savoir sur quoi je peux travailler. Déjà, tu vas te détendre. Tous les humains sont, à mon sens, tordus. Tout le monde a des biais. Welcome. Personne ne va mourir, hein. Totalement. C'est juste un fait. Mais je trouve ça compliqué, de d'accepter que une partie justement, c'est des schémas qui nous appartiennent, bah, nous appartiennent pas en fait.
une partie de ce qui nous définit, la manière dont est-ce qu'on fonctionne, finalement, sont constituées d'histoire, de legs, de famille, de culture, et cetera. Tu vois? Qu'est-ce que tu trouves difficile? Est-ce que tu peux préciser? Ce que je trouve difficile et compliqué, c'est si on doit faire ce chemin de clarification, d'acceptation, de conscience de soi en tant que tel, de placer un miroir en face de nous pour dire: «OK, ceci est à moi, ceci ne l'est pas, mais j'accepte le fait aussi que ceci m'a été légué». Cette acceptation-là, je trouve justement c'est un poids additionnel au final, tu vois? La question qui va me venir, tu me connais, je suis madame la question, c'est pourquoi on doit déjà l'accepter? Pourquoi se dire: «J'accepte C'est que»? très vrai. La question de base, elle est là. Ouais. Si, on est moi, quand j'étais jeune, j'étais la pro du questionnement des coutumes. Mmh. Je demandais à mes parents: «C'est quoi la plus-value de ta coutume?» Mes oncles étaient là: «Pardon? Ta fille est impolie». «Non, non, mais c'est quoi la plus-value de ta coutume? Déjà, pourquoi tu l'appliques? Elle dit quoi? Mmh. Comment tu la comprends? Et à quoi elle te sert?» Si à ces 3 questions, tu me réponds rien, on est mal parti. Ensuite, je vais essayer de la comprendre moi et de dire à quoi elle va me servir. Mmh. Si elle me sert à rien, c'est gentil, j'ai pris connaissance, je vais l'archiver. C'est là, c'est un héritage, mais je ne suis pas obligée de me l'infliger tous les jours. Ça ne Mmh. doit pas devenir une règle pour moi de fonctionnement. C'est quelque chose dont j'ai conscience, que je respecte, et je respecte autour de moi les gens qui vont l'appliquer ou y croire, mais je ne me sens pas contrainte de l'appliquer ou d'y croire. Mmh. Donc c'est le début aussi de se demander qu'est-ce qui m'est passé et à quoi est-ce que j'adhère. Tu as le droit de ne pas adhérer à tout ce qui t'est transmis. Et c'est un devoir de questionner, parce que si tu questionnes, au moins le jour où tu dis: «Moi, ça me parle, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais, c'est quelque chose qui me construit», alors tu l'embrasses et tu travailles avec et ça vient te servir. Mais sinon, comme tu dis, c'est un amas, c'est un poids additionnel entre ce que je comprends, ce que j'essaie de réussir, ce qui s'impose à moi dans les épreuves de vie et en plus toutes les règles dites et non dites que je dois respecter. Ça commence à faire beaucoup. Et c'est énorme. C'est un fardeau, surtout si tu ne le portes pas. On porte bien les choses qu'on a choisies. Mmh. Ce qu'on ne choisit pas devient un fardeau. Totalement. Fait que j'ai l'impression qu'aussi avec tout ce bassin de biais cognitifs, il y a les faits, puis il y a les interprétations qui se parlent, puis qui dansent ensemble, petite danse de tango C'est qui ça, se passe, c'est n'est-ce ça. pas? Fait que pourquoi est-ce que c'est essentiel d'apprendre à distinguer les 2? Parce que dans un monde, on a chacun notre monde, on est tous différents. Ce qui veut dire que on va partir du fait, ben, moi, dans mon monde à moi, j'ai raison. Voilà Mmh. comment je fonctionne. Ces petits biais d'égocentrisme là, tout le monde pense qu'il est maître dans son monde, ce qui est vrai et faux à la fois. Mmh. Mais à la fin de la journée, il y a tellement d'hypothèses. Une même situation peut s'interpréter de tellement de manières. Tu prends une famille, une fratrie, ils vont avoir vécu un choc collectif ou même l'éducation. Un va te dire: «C'était horrible. Je me sentais tellement brimé, j'avais pas de liberté, j'avais pas ci». L'autre va te dire: «Oh, c'était correct. Tu sais, on nous a pas frappé. Là, je pense que c'était pas mal». L'autre va dire: «Ah, moi, c'était génial, j'adore la rigueur». Les 3 mêmes enfants, mêmes parents. Tu te dis: «OK, où est-ce que ça bug?» Nulle part. Un a besoin de plus de liberté, est différent, donc sa perception des règles du parent va être: «Je suis brimé, je suis privé». L'autre qui aime la rigueur et qui aime le conformisme, pour lui, c'était super. C'était un week-end à la campagne. On a tout pensé à sa place, on a tout rangé, dans l'ordre et lui a Mmh. besoin d'ordre, il est content. Puis l'autre, entre les 2, il s'est fait une raison. Donc c'est ni vrai ni faux. Il n'y a que des situations qui se produisent et tu choisis comment tu vas le vivre. Tu peux décider que c'est dramatique. Tu peux décider que c'est arrivé, que puis-je apprendre? Que puis-je faire de différemment? Ou tu peux décider tout simplement, il y en a qui l'éludent et qui continuent leur vie. Ou il y en a qui s'accrochent et qui ont la rage pendant 150 000 ans, ce qui ne sert strictement à rien. Les autres dorment, hein, il y a que toi qui souffres. Totalement. Tu nous as partagé justement, c'est la liste de questions à se poser tout à l'heure pour, commencer à déceler ces différents biais, ces schémas et cetera. Hem, Comment justement intégrer ces outils dans une vie quotidienne chargée? Travail, famille, migration, charge mentale et cetera. Non, non, comment est-ce qu'on Il y a un petit outil que j'ai déjà partagé aussi, que je donne souvent, c'est quelques petites questions. Tu peux te faire ta fiche et t'en imprimer en avance. Mmh. Cette fiche, elle est très simple. Tu as une situation justement, Noël, il y en a, ils vont te dire: «C'est la fête», il y en a, c'est la migraine. Totalement. Je reçois chez moi et on va regarder, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est moche? Est-ce que c'est Aller voir tous les l'oncle et la biais sont tante qu'on n'aime activés. pas On, forcément donc je veux plaire. ouais, Là, c'est ouais. une grande fanfare que j'aime pas entendre. Ça ne sert à rien. Les gens se font des problèmes inutiles à l'approche de Noël. C'est censé être marrant, c'est pas marrant. Mais l'histoire, c'est quoi? Si je prends une situation, ça peut être avec mon conjoint, ma conjointe, ça peut être avec mon patron, mes Mmh. collaborateurs, ma voisine de palier, tout le monde.
Quelle est la situation? Tu la décris au plus pragmatique que tu puisses, sachant que tu es biaisé, c'est l'émotion, OK? Quelle est la situation selon toi? Qu'est-ce que je ressens? Quelle pensée m'a traversée? Tout de suite, quelle est la phrase qui est venue? Sans trop réfléchir. Quelle est la pensée automatique qui est venue? Si tu as un peu connaissance des biais, est-ce que mes biais sont actifs? Est-ce que c'est les biais que je reconnais? OK. Qu'est-ce qui est en jeu pour moi là-dedans? Quelle valeur? Qu'est-ce que je cherche à défendre? Est-ce que je cherche à avoir raison ou est-ce que je cherche à trouver une solution? Ça, c'est des questions que les gens ne se posent pas, hein. Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je cherche une solution? Est-ce que je veux trouver une solution? Des fois, tu aimes juste les palabres. C'est ton problème. Continue tout seul. Mais voilà, est-ce que je veux? Après, on se met dans la place de l'autre. Qu'est-ce qui peut être en jeu pour lui? Qu'est-ce qui peut être important dans cette situation pour la personne? Qu'est-ce qui peut l'agacer aussi? Quelles questions puis-je lui poser pour clarifier la situation? Et est-ce que j'ai envie de le faire? Si tu as rien envie de régler, mais si tu es quelqu'un qui est capable d'être dans cette action-là et de dire: «OK, quel résultat alternatif je voudrais avoir?» Là, je me suis emporté ou au contraire, je me suis tue et je ne me suis pas respectée parce que je n'ai pas dit ce que je pensais. Quel comportement alternatif est-ce que je peux adopter? Je peux débriefer, comme ça c'est à froid. On a reconnu nos émotions, reconnu nos croyances. On reconnaît peut-être l'autre, peut-être on ne comprend pas ce qu'il peut penser et on fait l'effort d'ouvrir une conversation en disant: «Voici ce que je cherche à avoir d'autre». En tout cas, moi, ma réaction, je peux la contrôler. L'autre, en face, je peux pas. Tu peux aller vers quelqu'un, il faut être 2 pour faire la paix. Mais tu peux faire la paix avec toi. Si tu as fait ta part, que l'autre ne veut rien, dors. Si les gens choisissent, tu ne contrôles pas les autres. Donc, c'est toujours d'analyser qu'est-ce que j'ai senti, qu'est-ce que j'ai vu, comment je me suis sentie, quelle est ma réaction et est-ce qu'elle est encore quelque chose que je remarque, que puis-je faire de différent? Ça, c'est un outil très, très, très simple, mais qui marche très bien. Ça évite de réagir d'un coup, là. Directement. Bah, en parlant justement de réaction, quelle est la différence que tu fais entre réagir et répondre? Ben, si tu réagis, c'est que sur l'instant, quelque chose se passe, c'est Ouais. maintenant tout de suite. Quand tu as la chance d'être un peu réglé dans ta tête, que tu as travaillé sur toi, tes réactions peuvent être immédiates, mais tu vas les assumer, quoi qu'elles soient. Donc, tu peux avoir la bonne réponse, entre guillemets, ou même une réponse ne soit pas la meilleure, mais tu vas l'assumer. Quand tu adresses une situation, c'est que tu prends un pas de recul. Tu as le choix entre te dire là, ce que je lis ne me plaît pas, et tu t'emportes, ou tu interprètes immédiatement ce que tu as vu, sachant que tu n'as pas tous les éléments, ou tu prends un pas de recul, ou tu poses même des questions. Parce que des fois, tu n'as pas l'opportunité de revenir demain, hein. Le conflit se passe maintenant, l'accrochage se passe ici et Tu seras maintenant. pas devant ton miroir le soir quand tu vas rentrer ou tu vas te refaire toute la scène, en Voilà. fait. Donc la chose à savoir, c'est moi, je pense qu'on doit réagir de la manière, en tout cas agir, plutôt que réagir, mais des fois, on va réagir. Essayer d'agir de la manière la plus alignée avec toi-même, celle avec laquelle tu peux dormir. Il faut assumer. Tu as une réaction ou tu as une façon d'agir, peut-être c'est pas la top, mais il faut que tu assumes à la fin de la journée. Donc qu'est-ce qui est primordial pour toi? Qu'est-ce que tu ne regretteras pas à la fin de la journée? C'est vers ça qu'il faut tendre. Certaines personnes diront que c'est pas facile d'assumer. Ou tu sais, ce sentiment de: je l'ai fait, mais je suis toujours pas bien quand même par rapport à ça». C'est qu'est-ce que tu leur dirais? Quand on n'est pas à l'aise avec ses décisions, c'est parce qu'on vit encore selon les codes des autres. Dans la plupart des cas, on est encore avec des biais actifs de: «Chez nous, ça se fait pas», normalement dans la vie de je sais pas qui, on doit agir comme ça, ou la personne est même en processus de s'affirmer. Mais au début, elle va être mal à l'aise, hein. Des fois, l'inconfort est un signe de changement très positif. Avant, je me taisais tout le temps, maintenant je m'affirme. J'ai chaud, j'ai froid, c'est comme la ménopause, C'est des pas bouffées de chaleur, mais c'est pas la ménopause, c'est juste que tu t'affirmes et que ouais, tu vas faire un effort. ouais. La fois d'après, tu auras moins d'inconfort. Jusqu'à que la fois d'après, tu vas faire ça comme: donc c'est pas toujours des mauvais signes. C'est aussi des Totalement. signes que tu es en train de changer. Mais si tu as de l'inconfort, alors questionne-toi: «Pourquoi est-ce que je me sens mal? Elle va m'en vouloir». Tu ne contrôles pas les gens. Mais si c'est inconfort parce que, bah, je fais jamais ça, c'est difficile, mais je suis quand même fière de l'avoir fait, alors continue. Il y a pas de vraie fausse réponse. Il y a juste qu'à la fin de la journée, tout ce qu'on fait, on va devoir l'assumer. Ça, c'est la clé dans la vie. Et quand tu vis comme ça, il y a des choses que tu ne feras plus parce que tu peux pas assumer les choses des autres. Totalement. C'est accepter l'inconfort au final et savoir que c'est un vecteur de changement. Exactement. Tu parlais d'accompagnement tout à l'heure. Oui. Tu sais, des fois, quand on entend coaching, on se dit, à quel point ça aide vraiment. À quel point est-ce que justement, tu sais, c'est quelque chose qui sert. Pour ma part, ça m'a foncièrement servi. J'aimerais que tu parles justement de l'importance d'être accompagné, parce que tu l'as nommé tout à l'heure dans les différents schémas, quand tu as dit le fait que, ben, tu sais, tu as un certain, stade que tu peux peut-être atteindre toute seule, mais
en premier lieu, c'est toujours bien d'être accompagné. Voilà. Pourquoi? Parce que l'accompagnement te permet de déjà quand tu es bien accompagné aussi, C'est ça, hein, fais faut le attention. dire. Des gens qui peuvent accompagner, c'est aussi des gens qui ont eu, on dit, subi le traitement de choc. Eux-mêmes se sont fait accompagner. Ben non, mais c'est Ouais, facile d'appuyer sur quelqu'un et de dire: «Alors, comment tu te sens?» ouais. Toi, va te faire dire comment tu te sens Mmh. et quand tu vas sortir tes boîtes, toi-même, tu as envie de pleurer, tu dis: «Ah, ça fait ça, hein?» Mmh. Donc déjà quelqu'un qui s'est fait secouer un peu, ça aide. Ouais. Mais partons du principe que les gens sont bienveillants et professionnels. Mmh. Mais en quoi c'est très utile? C'est parce que se dissocier de soi-même, c'est difficile. Il y a des choses que tu ne vois pas parce que tu les répètes, tu les fais, tu ne te rends pas compte. L'autre personne en face de toi a des outils, est formée et puis n'a pas d'intérêt, n'a pas d'enjeu dans tes enjeux à toi. Donc la personne prend le recul, écoute les mots, rebondit et t'aide à aller trouver, comme on dit, le début de la pelote que tu peux dérouler. Les mots, elle les écoute pas de la même manière. C'est ça que quand je fais du coaching, souvent je dis aux gens: «Les mots que vous employez ne sont pas les mots justes». Déjà des mots pour eux ont une connotation qui n'est pas vraiment alignée avec ce que veut vraiment dire ce mot-là Totalement. Puis et pour la petite histoire, Néné m'a fait reprendre le mot diplomatie 40 fois, en fait. La définition du mot diplomatie n'était pas du tout la définition de base de ce qu'est la diplomatie. Puis c'est un exercice formidable au final, mmh, parce que ça illustre totalement ce que tu viens de mentionner, le fait que, tu sais, on va s'approprier des, définitions spécifiques, mais qui, mis en face d'une personne externe, bah, va pouvoir nous permettre de voir, ben, les biais qui se cachent même dans les définitions qu'on accorde aux mots, oui, quand je dis que ce mot-là veut dire pourquoi pour toi, en fait, il correspond à un autre mot, littéralement. carrément. Donc ça te fait avoir un comportement en Ouais. pensant que: «Moi je fais ça». Non, non, tu te fabriques un problème, Mmh. sans le savoir. Donc c'est aussi ça, c'est que la personne est capable de te faire sortir, de te parce que quand quelqu'un te pose des questions, ça challenge. Mmh. Se le faire soi-même, on a beau être sincère, à un moment, Il y a une limite. quelle question se poser à soi-même quand on est soi-même? Ouais. Je pense que le miroir parfois là, quelle personne externe, elle est là bienveillante, elle est là pour t'aider, elle est pas là pour te juger, elle est pas là pour te dire qu'à la fin elle va t'aimer ou non, c'est pas ça il n'y a pas d'enjeu. Elle est là pour t'accompagner à mieux te comprendre Mmh. et après il y a des choses que tu vas garder chez toi, mais tu vas les assumer. On vient pas tout transformer, hein, c'est pas vrai. Même les biais, hein, c'est le cholestérol, hein, ça monte, ça descend. Tu vas diminuer des vrais biais cognitifs qui t'ont accompagné dans ta vie à cause de croyances très profondes. De 1000, tu vas passer à 20. Quand il y a des activateurs, ça va remonter, mais tu vas être capable de les identifier Mmh. et de les maîtriser. Mais c'est pas qu'on se transforme, c'est pas la magie, hein. Et la transformation prend du temps. Ça prend du temps et c'est surtout de la patience et de l'amour pour soi. Il Mmh. faut avoir envie de se transformer. Il faut que tu aies envie de dire: «Cette nouvelle façon de penser, elle me va tellement mieux, je me sens tellement mieux». C'est le résultat que tu en tires aussi qui t'encourage. Mmh. La pression qui descend, le fait d'être plus à l'aise avec toi-même, de t'affirmer quand c'est nécessaire, de aussi ne pas se rentrer dans des choses qui sont inutiles. Mmh. Heu, je pense que ça apporte beaucoup plus de paix. C'est le résultat quand tu en retires qui te motive à continuer. Parce Mmh. qu'à la fin, c'est que pour toi. Bah, justement, quand tu accompagnes les, femmes de manière générale, tu sais, quelles sont les transformations que tu vois le plus souvent? Elles apprennent à dire non chez nous. Et c'est formidable. Non! Le Oh non est yes! tellement revenu dans ce podcast. Oh, elles peuvent dire non! Apprendre à dire non est C'est tellement revenu. non, mais dans le rôle dans imaginaire qu'on nous a collé là, C'est trop grave. tu sais, tu fais des gâteaux tous les jours, tu souris, tu es super heureuse de tout ce qui Mmh. t'arrive, que tu sois mère, enfant, tout ce que tu te réjouis de tout. L'apprentissage du non. C'est comme dans les pubs où on voit la fille qui cuisine, elle saute, elle danse. Comment ça? Tous Ouais. les jours on danse dans la cuisine? Je crois pas, non? C'est comme tous ces trucs qu'on s'invente là. Donc dire non, oui, ça tu le retrouves beaucoup. Ouais. Dire non, mais pas juste pour dire non. C'est un non pour se retrouver. Elles se font de l'espace. Elles arrivent à se dire: «Mais pourquoi moi je dois être, Wonder Woman, exceller partout, tout en étant gentille, diplomate, jamais m'énerver, faire des gâteaux, sourire, ouvrir la porte?» Non mais ça suffit. Il y a tellement de choses qu'on nous déverse dans l'imaginaire collectif sur les femmes et la place qu'on a et encore plus dans notre culture que, oui, c'est comme ça s'impose à toi, sauf que là-dedans, tu n'existes plus et je pense que la chose que je remarque le plus, c'est qu'elles retrouvent de l'espace pour elles. Elles se rendent compte qu'elles existent en dehors des règles, Et des étiquettes des qu'on leur colle. étiquettes, de la culture, de tout ce qu'on leur colle dessus. Ouais, elles existent Mmh. et c'est le travail de se dire: «Mais je ne sais même pas où je suis». Elles vont te parler de leur mari, de leurs enfants, de tout sauf d'elles. Donc ça, c'est quand même, je trouve, un gros levier de te souvenir que ta vie, c'est la tienne. Ouais. Puis de là peut s'ouvrir le champ des possibles au final, Exactement. n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus, tu sais, du lien qu'il y a entre les biais cognitifs, leur compréhension, qu'on peut faire avec finalement l'ambition, la confiance en soi, le leadership? Parce que veux pas, tu sais, on parle des différents fardeaux qu'il y a sur, les femmes, on a nommé quelques-uns, mais au-delà de ça, la plupart des femmes qu'il y a dans nos entourages, puis je veux pas parler pour tout le monde, mais c'est le cas pour ma part, sont des femmes qui sont extrêmement résilientes.
sont des femmes qui vont porter beaucoup de choses, sont des femmes qui vont être très généralement dans des positions de leadership en tant que telles. Fait comment est-ce que justement les biais cognitifs influencent tous ces aspects-là? Ben, déjà, tu as employé le mot, tu as dit vraiment extrêmement résiliente. C'est moi tous les superlatifs, je me méfie là. Extrêmement gentil, extrêmement, extrêmement. Quand il y a extrême pour moi, il y a question. Donc extrêmement pourquoi être extrêmement résilient? Qui nous a demandé ça encore une fois? C'est une excellente question, Néné. C'est qui? Moi, j'aime bien voir cette personne, c'est on. Le Je on là, c'est c'est une qui? personne vraiment mauvaise. On m'a dit que celle-là, j'aimerais la rencontrer. Mais on, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est résilient, Ouais, on, oui d'accord, mais pourquoi? ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des femmes, elles vont vouloir quand elles vont reconnaître leur talent et se dire: «Mais moi, j'ai le droit». Souvent, on va observer que l'entourage, il va pas les accompagner beaucoup. Ah si tout le monde se réjouit de ta victoire, hein. La réussite est collective, l'échec est individuel. Regarde celle-ci, elle a essayé de s'en sortir, de faire ça, regarde maintenant. Mais quand elle réussit: «Ah, on est fiers d'elle, on» et les «on» se ramènent partout. Donc les personnes aussi, elles vont être fières d'elles. Des femmes vont essayer des choses en prenant cette responsabilité de se lancer. Tout le monde va vouloir profiter de cette réussite, mais elle va pas être accompagnée non plus et soutenue dans l'effort que ça demande. Individuellement, elle va être quand même seule. Et souvent, on va lui renvoyer des schémas justement de: «Oui, c'est bien ça, mais en même temps, est-ce que tu es près de tes enfants? Est-ce que tu es assez ci? Est-ce que tu es assez ça?» On va toujours opposer la réussite ou l'ambition d'une femme avec tout ce que soi-disant elle ne ferait pas à la place. Tout ce qu'elle laisserait de côté pour faire ça. Mais qui a dit qu'on doit faire tout ça? Choisis ta vie. Qui tu veux être, c'est toi qui vas décider ce que tu prends. C'est pas l'autre. À la fin, tu te lèves le matin dans ton corps, tu te couches dans ton corps. Tu ris, tu ris, tu pleures, tu pleures. Personne pleure à ta place. En fait, C'est toi. en fait. C'est ça. Donc qu'est-ce que tu vas décider de faire? Tu es né seul, tu meurs seul. Pendant ce trajet-là, qu'est-ce que tu vas choisir pour toi? Mmh. Et ça n'appartient à personne. Personne d'autre que toi. Parce qu'une fois quand tu pleures, tu es tout seul. Est-ce que tu te décrirais comme quelqu'un qui a confiance en elle? Oui. Depuis quand? Est-ce que ça a toujours été le cas? Oui. Ah oui, Ouais? oui, moi j'ai beaucoup dérangé quand j'étais enfant, oui. Ouais, tu Question. nous l'as dit tout à l'heure pour le coup. Quelle est Et la ça plus-value de ta coutume? Tu sais, les gens te regardent: «Hé, l'enfant-ci là, qui c'est qui l'a sorti?» et tu penses que ça vient de quelque part ou c'est quelque chose qui Oh, ma mère, femme forte là, ouais, ouais, paix à son âme, une femme forte. ouais. Oui, oui. Mais c'est aussi là, on parle aussi de résilience. J'ai eu une famille assez chaotique aussi et dans un contexte aussi chaotique. Donc beaucoup de chaos, moi personnellement, ça m'a fait ranger mon cerveau. J'ai pas versé dans le chaos, j'ai pris du recul et je me suis très vite j'ai trouvé très, très vite, mais de la distance entre, OK, qui, sont papa, maman, les gens qui m'entourent et ce qu'ils produisent. Moi, c'était un déclencheur chez moi de dire: «Au-delà des mots ou du lien affectif qu'on a, que produis-tu à mes côtés et dans ma vie?» C'est là où j'ai pris des distances très jeune. Je suis très pragmatique. Si ça fabrique quelque chose qui ne m'intéresse pas, tu vas rester où tu es. Donc ça, c'est sûr, c'est marcher à contresens. Donc la confiance est venue du fait que je me suis dit: «De toute façon, je suis responsable de ma vie. Cette vie-là, je l'ai choisie et je dois la mener». J'étais aussi la mère de tout le monde chez moi, donc très responsable, très jeune. Mais j'ai choisi quand même de cette responsabilité de faire des vrais choix pour moi. Donc je me suis choisie depuis toujours. C'est pas facile parce que tu marches à contresens. Et c'est constant. C'est constant, mais ça vaut le coup, hein. Moi, en tout Ouais. cas, ouf, je ne troquerais ça pour rien, là. Si je La pars demain, je sais qui je souplesse. suis. Ça, j'ai pas été quelqu'un Mmh. qu'on m'a imposé. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, comme je dis, je perds pas de poids, là. Tu m'aimes pas, ça me dérange pas. Ça va rien changer à ma vie. Donc c'est ça. À la fin, tu vis ta vie et tu es responsable de ce que tu produis. Déjà, j'aimerais dire aux femmes, regarde, assieds-toi pour voir les mots que tu utilises. Totalement. Qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce que tu dis? Ah, moi, je suis ça, ou faut faire ci, faut être gentil. Déjà, s'il vous plaît, les femmes, gentil, méchant, prenez un dictionnaire. Il y a des femmes à qui tu dis, prends ta place, ça va te dire, mais si je dis ça, je suis méchant. Je vais t'expliquer c'est quoi un méchant, là? On va voir un dessin animé, c'est quoi un méchant? Même dans un dessin animé, les enfants, ils comprennent c'est quoi un méchant. C'est méchant, gentil, les gens mélangent tout. La diplomatie, les gens mélangent tout. Heu, la résilience, les gens mélangent tout. Pour eux, être résilient, c'est accepter tout et n'importe quoi. Alors C'est pas que ça la résilience. ouais, Prenez un dictionnaire. Il y a des séances que je fais avec des dictionnaires. oui, je sais. Tu sais? Elle dit en pleurant, je me rappelle, ça me fait mal. Mais prenez des dictionnaires déjà, prenez les mots, ce que vous pensez de vous, les mots que vous utilisez le plus pour parler de vous. Notez. Comment tu te présentes? Bah, quand je parle de moi, voilà la phrase que j'utilise souvent. Tu la lances brute sur un papier. Après, tu l'analyses. J'utilise ce mot. Que veut dire ce mot? Et quelle image il fabrique? Parce que quand on parle, Ouais. la programmation neurolinguistique, la PNL, te dit que le cerveau ne comprend pas les mots, encore moins les négations. Il comprend les images.
Quelqu'un dit: «Pense pas à une banane», il y a une banane qui apparaît dans ton cerveau. Quand la personne dit: «Je veux pas être grosse», c'est l'image de elle grossie qu'elle perçoit. «Je ne veux pas être seule», comment le cerveau va savoir ce qu'est être seul? Il fabrique l'image d'une personne seule et malheureusement pour nous, la négation, il ne comprend pas les mots, il a l'image. C'est ça qui poursuit. Donc quand tu as fabriqué une image de toi à partir de mots, c'est ça qui s'active chez toi et c'est ça que tu poursuis sans savoir. Commencez à trier quels mots vous employez pour vous décrire. Qu'est-ce que j'utilise le plus souvent? Qu'est-ce que quand je dois m'imposer des choses que j'aimerais transformer? Qu'est-ce qui m'empêche de les transformer? Déjà, quels mots? Je peux pas, c'est impossible. J'ai toujours fait ça. Je fais toujours comme ça. C'est toujours tous les mots extrêmes dans votre bouche, analysez-les. On doit être comme si, c'est toujours extrêmement, toutes les superlatifs Mmh. veulent dire quelque chose aussi. Surveillez les mots que vous employez. Ça vous dira quelle image vous avez de vous. Surtout quand on doit faire beaucoup de choses, gérer beaucoup de choses et apprendre à se prioriser aussi. Je pense que c'est un des enjeux les plus, fréquents, du moins aux femmes auxquelles est-ce que je parle, aux femmes qu'on accompagne avec Diaspora en tant que telles. C'est genre, c'est des femmes qui sont, maintenant je fais attention à tous les mots que Elle je est vais là. dire. Mais genre, Comment ce sont des dire femmes qui sans sont dire que hyper, hyper, super, extra? Non. ce sont des femmes qui ont une ambition particulière, je vais dire ça comme ça. Mais même dans l'ambition, il faut questionner. C'est ça. Est-ce que je remplis des cases? Est-ce que je fais un concours avec ma voisine? Ah moi je gère, je suis demi-dieu. Je suis dans 50 CA, je gère 50 choses. Qui t'a demandé ça? Il y a quoi à la fin là? Il y a quoi à la Médaille en fin? chocolat? Non mais Il y a qu'est-ce que quoi à tu la fin? cherches? Il y a des gens, c'est vraiment des gens dynamiques et c'est super. Mais quand c'est trop, 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 moi je fais le pari, on s'assoit là, dans 2 minutes, je vais te trouver des bières, hein. Hein, Mmh. ça va être rapide. Donc quand on dit prioriser, Ouais. moi dans prioriser, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on supprime qui ne sert à rien et qu'est-ce qu'on priorise dans ce qu'on garde d'essentiel et qui nous nourrit? Parce que prioriser seul, ça veut dire que j'organise mon désordre encore en il est moins désorganisé. J'ai mis les tâches, elles sont en bas. Mais pourquoi elles sont encore là? Elles servent à rien. Mmh. Faut aller questionner pourquoi est-ce que je poursuis ça? Pourquoi est-ce que je me remplis mon planning? À quoi ça répond? À quoi ça correspond? Qu'est-ce que ça veut dire de moi d'être occupé? Quelle croyance de gens pour être occupés? Mmh. On va parler aux bouddhistes là. Oh, les mecs sont détendus, ils ont pas un nœud dans le cou, ils vont pas se faire masser, ils ont pas besoin, ils sont relax. Pourquoi qu'ils se remplissent la tête de n'importe quoi là, toute la journée? Parce que pourquoi? On peut être ambitieux, il y a aucun mal à être ambitieuse. Il y a aucun mal à vouloir faire 10 choses différentes. C'est pas ça le cœur du problème. C'est faut se demander: «Qu'est-ce que je cherche à faire? À quoi ça répond? Ça nourrit quoi chez moi?» Mmh. Des fois, ça nourrit rien que de l'ego ou des croyances. Passe ton temps à dormir, détends-toi un peu là, profite des gens, rigole. N'est-ce pas? Tu sais pas demain, Va à la plage, au lac. tu sais pas demain. Mmh. Il y a pas que travailler dans la vie, À ce qui paraît, à ce qui paraît. à ce qui paraît. On a beaucoup parlé de transformation aussi. C'est un mot qui est quand même relativement revenu, et de retour à soi, finalement. C'est que est-ce que tu peux développer un peu plus dessus? Quand on dit transformation, est-ce que finalement c'est un retour à soi? Est-ce que c'est une continuité? Est-ce que tu vois? Comment est-ce que tu le définirais? C'est vrai que moi, je parle souvent de changement plus que de transformation OK. et retour à soi. Mais qui es-tu? Mmh. Je commence mes coachings avec des gens: «Qui es-tu?» et des fois, c'est une femme. Bip. Bon, là, on va chercher les mots. Des fois, tu n'arrives à dire que tu n'es qu'une femme. C'est juste te rendre compte à quel point tu es loin de toi-même, Mmh. parce que tu t'es réduit à faire le rôle que tu as accepté que tous les jours, il se colle sur toi, là. Donc il y a des fois, je dis à des femmes: «Qui es-tu?» Elles vont me dire: «Je suis une femme, je suis une mère», enfin, elles vont me dire: «Je suis noire, je suis ci, je suis ça», mais ça m'est arrivé, hein, j'en parle parce que je suis sortie de là, hein, moi aussi, là. Mmh. Moi aussi, j'ai bien transformé tout. Moi, la première, donc avant, je me définissais la première fois que j'ai écrit ça, j'ai pleuré. J'ai dit: «Hey, c'est pauvre, hein, C'est pauvre en quoi? c'est pauvre, il y a pas de mots, ça fait pitié. Tu as fait tout ça de ta vie, tu es que 3 mots. Iche!» Et là, tu te rends compte comment tu es loin de toi. Mmh. Mais au lieu de revenir à soi, tu te dis: «Est-ce que je me suis déjà connu?» Mmh. Donc c'est pas que c'est faux de revenir à soi, c'est quoi? Moi de qui? De quel âge? Si je reviens à moi, oui, je pense que j'ai une naissance naturelle, j'ai des dispositions naturelles. Je suis née, j'étais déjà une personne là, j'étais pas, une pâte à modeler à façonner. Donc oui, on peut dire un retour à soi. Moi, j'ai envie de dire découvrir, parce que là, tu fais un travail avec ta conscience. Tu pas le résultat que la somme de tes expériences. Là, tu décides toi-même d'avoir une démarche de connexion et de dire: «OK, qui suis-je?» et donc je fais ce tri. Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui est culturel? Qu'est-ce qui est familial? Qu'est-ce qui est émotionnel? Qu'est-ce qui est le résultat de mes traumatismes? Tu fais un tri quand même assez clair et donc là, c'est vraiment, moi, je pense, une rencontre. Je sais pas si le
Moi, je parle plus de rencontres parce que on évolue tellement, il y a tellement de choses qui se passent que des fois, on perd le fil et je pense que la conscience qu'on a de nous-mêmes, je pense que la décision nous fait aller nous rencontrer. C'est hyper pertinent ce que tu mentionnes quand tu parles de rencontres, parce que j'entends aussi dans ce que tu viens de mentionner, une certaine continuité. Tu sais, genre, on nomme des biais, mais à un instant T. Nous sommes des êtres qui sont en perpétuelle évolution, en perpétuelle définition, en perpétuelle rencontre avec l'autre au final. Donc, tu sais, il y a cet aspect aussi du travail jamais accompli and that's okay parce qu'on continue. Exact. Donc des biais, c'est quand même une façon tordue, systématique de voir des choses. Donc on s'en inquiète ceux-là parce qu'on sait qu'ils vont affecter notre façon d'agir. Ils vont impacter beaucoup nos décisions et nos mécanismes, et donc nous affecter dans la vie, surtout dans le fait d'obtenir des résultats qu'on ne souhaite pas. Mais en effet, quand on restructure, on parle de restructuration cognitive, hein, dans le Mmh. coaching cognitif, c'est qu'on va comprendre ses pensées, on va aller prendre des pensées alternatives qui vont permettre de travailler et de désamorcer ces biais, parce que tu adoptes d'autres comportements. Ton cerveau mémorise d'autres mécanismes. Il a d'autres réponses aux situations que tu vivais avant. Forcément, tu évolues et tu vas évoluer en continu si tu fais cet effort de te monitorer un peu, de t'observer, ça, c'est sûr. Mais quand on parle de transformer, c'est un mot qui a des connotations, ça dépend pour qui. Il y a des gens qui vont jamais dire non. Pour eux, dire non, c'est une transformation. C'était tellement inconcevable que c'est comme la chrysalide, là, tu vas te révéler. Il y en a d'autres pour qui moi, je parle plus de changement. On change parce qu'on adapte des choses et on est en continu. Moi, je suis plus dans le changement, mais c'est ni vrai ni faux. Ça dépend avec lequel mot tu résonnes, Avec lequel tu es le plus à avec l'aise lequel tu es aussi. plus à l'aise, exactement. Donc quand on parle de coaching finalement, en termes de biais cognitifs, on est plus dans la continuité, on va plus être dans le changement. On a parlé aussi un peu de transformation sprinkle, sprinkle there. Hem, mais tu sais, on a parlé finalement des différents biais qui existent. Puis le coaching, c'est une manière aussi, veut pas, tu sais, de pouvoir, les transformer plus en aspect positif. Est-ce que tu peux nous en dire plus si c'est le cas ou peut-être pas? C'est comment est-ce qu'on fait le shift, en Alors, fait? on parlait de biais et comme je dis, ma spécialité, moi, ce que j'ai découvert que quand j'ai été formé à l'Institut à Lyon, qui a été révélateur pour moi, c'est, les matrices cognitives. Pourquoi? Mmh. Il y a à peu près 3 moins un peu moins de 300 biais cognitifs qui existent. Les OK. biais cognitifs ont été, identifiés à travers des recherches scientifiques, hein, très élaborées, et donc on parle de thérapie cognitive et comportementale. Hem, Ça, c'est dans ce contexte-là, moi, je fais du coaching cognitif et comportemental. Ça Mmh. s'inscrit dans quelque chose qui est plus court. Mais comment ça fonctionne? C'est que quand on parle de matrice cognitive, ça paraît en fait, c'est comme si on rassemble des biais qui interagissent entre eux. Comme je disais toujours, un biais ne vient pas seul. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de cette matrice-là, autonomie, contrainte. Quand tu as ce biais, en général, tu as les autres. C'est la petite fanfare. D'accord? Mais en fait, on peut considérer que les matrices, c'est un cadre d'analyse qui permet d'analyser nos émotions, nos comportements et tout ça. Mais on peut résumer ça en, admettons, tu as 8 matrices, tu as 8 façons de fonctionner. On va dire, ces personnes-là, elles se retrouvent dans la façon de fonctionner qui est l'émotive affectivité, lucidité. L'autre, c'est autonomie, contrainte. L'autre, c'est, pression, si tu es très exigeant ou pas. Il y a plusieurs catégories. Innovation, suivisme, et en fait, ces matrices-là, tu as toujours une polarité positive et négative. Ce qui veut dire qu'à ces biais-là, tu as la réponse positive. On peut considérer que tu fonctionnes d'une manière, et souvent les matrices, comme je t'ai déjà expliqué, elles se côtoient. Mais tu as quand même une façon générale d'agir, et dans cette matrice-là, les biais que tu manifestes, il y a la version positive. Admettons, quand je parlais tout à l'heure de matrice, autonomie contrainte, si tu quand tu fais ce travail de comprendre tes croyances, pourquoi est-ce que tu te contrains à agir de la manière dont on te dicte de faire? Pourquoi est-ce que tu te contrains à faire des choses que tu n'as pas envie de faire? Quand tu règles ça, forcément dans la positivité, tu deviens autonome. Je m'accorde le droit de dire non. Je m'accorde le droit de me respecter. Je m'accorde le droit de le faire de plus en plus en dansant. À la fin, tu es moins inconfortable là, tu le fais vraiment à Mmh. l'aise, et je me donne le droit de ma place. Donc la partie positive de régler ces biais, c'est que tu deviens autonome et OK. libre. Tu commences à comprendre que tu ne maîtrises pas les autres. Tu ne forces pas les gens à t'aimer, et c'est pas en agissant comme ils veulent que tu deviens quelqu'un d'aimable. Parce que pour peu qu'ils aient même pas de respect pour toi, tu le sais pas. Tu es très utile, mais tu es pas forcément la personne qu'ils préfèrent non plus. Donc c'est comme sortir de ces illusions un peu et de juste se reconnaître par soi-même. Peu importe qu'on t'aime ou pas, je suis aimable parce que je suis qui je suis. Voilà la vie que je représente, voilà les qualités que je manifeste, les limites que j'ai peut-être, mais que je peux adapter à ma vie. Donc tu viens régler. La partie positive, elle est toujours là. C'est qu'est-ce que je choisis de regarder ou qu'est-ce que je choisis de manifester. Donc, en réglant des choses qui sont déréglées, c'est comme la fuite d'eau chez toi. Ça fuit, ça fuit, ça fuit. À la fin, ton plafond tombe là. Tu vas commencer à regarder, ouvrir le mur,
Regarder le tuyau. Ah, c'est la fuite, viens d'ici. Tu identifies la fuite. Il faut faire une recherche de fuite. C'est très de la plomberie, mais c'est pareil le cerveau. Je vais identifier la fuite. Finalement, je change le tuyau, je colmate, nettoie, j'assèche les zones où j'ai eu beaucoup de peine. Tout ça, je commence à le nettoyer, je remplace les vieux matériaux, je remets un mur propre. Mais qui ne sentirait pas mieux? Ta maison sent plus le moisi, tu es content. Totalement. Donc, tu sais, c'est une analogie, mais c'est vraiment ça. Donc, il faut aller faire cet effort de chercher la source des choses qui me dérangent, parce que j'ai capacité d'aller les changer. Et le côté positif de ça, c'est que ça te change ta vie. Tu trouves de la détente à ça. Tu t'acceptes plus. Tu acceptes aussi tes limites. C'est pas pour être parfait. C'est Totalement, inutile. totalement. Puis quand on parle justement de capacité, tu sais, de pouvoir d'action, tu en as nommé tout à l'heure, c'est toujours pertinent de se faire accompagner. Mmh. Puis beaucoup, tu sais, confondent des fois le coaching et la thérapie. Tu sais, le coaching vient à quelle étape? Le coaching vient avant, après, pendant, en même temps? Alors, j'ai envie de dire, c'est Que vraiment c'est même pas lié? c'est c'est pas que c'est bah, il y a des gens qui font de la thérapie cognitive et comportementale, qui vont en thérapie. Je pense que ça dépend vraiment de à quel stade on est rendu et dans quoi on se trouve. Mmh. Il y a des personnes qui ont besoin d'aller vraiment déverser, c'est ouvrir beaucoup de choses, des grands traumas, des gros traumas, des choses qui ont été très lourdes et qui sont pas à l'étape de les transformer, ils sont à l'étape de ouvrir. Mmh mh. Ils arrivent à en parler, ils veulent être aidés à en parler. Mmh. Ils vont certainement aller vers des thérapeutes, des psychothérapies, des thérapies plus longues parce que là, on est en train d'ouvrir les boîtes. Heu, Moi, dans ma pratique, le coaching cognitif et comportemental, comme moi je le travaille, parce que je ne veux pas parler pour tout le monde, il n'y a pas de réponse vraie ou faux Mmh. et je veux offenser personne qui a une spécialité là, parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, à mon stade, je suis dans les gens prêts au changement. Les gens prêts au changement. Au changement, c'est-à-dire OK. qu'ils ont compris, ils disent: «Bon, moi là, ça m'agace. Ce truc-là, je le vois tout le temps et ça m'agace. Mmh. Comment on transforme ça?» Le coaching cognitif et comportemental, c'est 12 séances. Mmh. Tu as un objectif, admettons de dire: «Ça, j'ai identifié ça que ça marche pas» Mmh. et on va aller chercher pourquoi et c'est 12 séances dans lesquelles après tu as des nouveaux outils, tu as compris ton fonctionnement, tu as été chercher qu'est-ce qui vraiment n'allait pas, puis tu es déjà dans une transformation. Tu Mmh. l'as expérimenté, donc tu seras mieux placé que moi pour en parler, mais tu l'as expérimenté. Donc on est dans des choses dynamiques, il y a du travail à faire, on est dans l'action. Mmh. On accueille les émotions, tout, mais on n'est pas là pour moi, qu'à ma place, à ce stade-là, c'est pas seulement d'écouter comment tu te sens. C'est qu'es-tu prêt à faire? Parce qu'on y va pour changer là. Totalement. Donc, pour ceux qui sont dans ça fait partie des thérapies brèves. Pour ceux qui sont dans l'action avec un résultat là, tangible, c'est très Ouais. adapté. Pour avoir fait les 2, pour avoir fait la thérapie puis le coaching, c'est vraiment comme ce que tu viens de mentionner. Tu sais, la thérapie, ça permet d'identifier, selon moi. Le coaching permet de solutionner et je dis pas que la thérapie ne solutionne pas, mais je dirais, comme tu l'as mentionné, c'est plus, je le vois un peu comme un plan d'action, en fait, Exact. Bah, tu tu en vois? as des objectifs. Littéralement, il y a des objectifs clairs, j'avais des devoirs. On dit: «Tel est l'objectif que tu vas atteindre», Et je des ne sais choses à pas. faire, Voilà, vraiment. Puis je sais que des fois ces, éléments peuvent se retrouver aussi en thérapie, bien sûr. mais je trouve le coaching plus pratique. Mais encore une fois, ça je pense que ça C'est va ça. correspondre vraiment à des profils. Ouais. Moi, je pense que c'est ce qui est vrai, il y a des gens qui vont te dire, ils vont en psychanalyse, d'autres qui vont en Mmh. psychothérapie, d'autres qui vont chez un psychiatre parce Des que c'est des profils maladies des mentales. Voilà, il y a besoins tellement aussi. d'autres aspects dans Ouais. lesquels je rentrerai pas. Je suis loin de là d'être une spécialiste, pas du tout. Mais je pense quand même qu'il y a des choses, il y en a qui vont aller quelque part et dire: «Ah, ça marche pas». Non, peut-être ça ne t'a pas parlé, Ouais. peut-être ça ne correspondait et peut-être tu n'étais pas assez ouvert aussi. J'entends des gens parfois qui disent: «Ah, j'étais chez un thérapeute ou un ça m'a servi à rien». Lui as-tu donné les moyens de travailler? Question. Étais-tu prêt? Question. Et peut-être que ce mode-là ne te convenait pas. C'est ni vrai ni faux, faut se poser les questions. Si tu n'es pas dans l'action, en tout cas, dans le type d'accompagnement que je fais, je choisis mes clients. Si tu veux rien, je veux pas plus que toi. Ça, c'est la règle. Tu le sais déjà. Clairement. Ce fut un beau voyage, Néné. On est passé dans tout, théorie, pratique, dictionnaire et Mmh. apprendre à se connaître. Mais si tu devais, laisser nos auditrices et auditeurs avec, un mot de fin, quel serait-il? Alors, si tu as passé beaucoup de temps à regarder les autres, passe le même temps que tu as gaspillé à regarder les autres, à te regarder toi-même. Parce qu'il n'y a pas de progression dans la comparaison. Tu peux voir l'autre réussir, super. Quel est le cocktail? T'en sais rien. Les dispositions que cette personne a, t'en sais rien. Tu n'es pas elle, tu n'es que toi. Tu te lèves dans cette vie, tu te couches dans cette vie. Cette vie est plus intéressante que celle d'à côté. Tu peux t'inspirer de gens qui réussissent, qui font des choses, pas en disant je vais copier. Ah, que peut-être il a donné, partagé un tips qui m'a aidé. Mais à la fin de la journée, tu es toi. Concentre-toi sur tes forces. Regarde-toi.
avec ce que tu as, que tu n'exploites pas. Plus tu nourris les autres, plus tu regardes dehors, moins tu passes de temps avec toi-même et moins tu passes de temps à te comprendre. Il n'y a pas d'évolution dans la comparaison. C'est parfaitement inutile. Une compétition de course, là, on va regarder les temps, c'est des mathématiques, là. C'est un chrono, tu gagnes, tu perds. Point. Oui, là, il faut que tu aies une marge de progression, mais ta marge de progression, c'est toi. Il y a même un moment où tu ne pourras pas aller plus loin. C'est tes aptitudes physiques ou peu importe ce que c'est. Donc, c'est important on s'inspire, on peut s'inspirer par les autres, mais il faut revenir à soi. Regarde en toi ce que tu as. Parce que cette vie-là, tu viens seul, tu pars seul. Tes échecs seront individuels, comme toujours. La réussite collective, malheureusement ou heureusement, parce que tout le monde va s'attribuer tout. Mais c'est pas très important. Ce qu'il va te falloir, c'est ça. Regarde-toi, de la sincérité et détends-toi. Tu es né tordu, tu finiras tordu. Tout va bien. Tu vas régler ce que tu peux. Accepte le reste. Ça sert à rien de courir pour être parfait pour je sais pas quel monde, là. Ça sert à rien. Plus tu poursuis des utopies, ah oui, plaire à tout le monde. Oh, s'il te plaît, épargne-toi, là. Pour moi, quand on plaît à tout le monde, il y a un problème. Totalement. Parce qu'on est tellement différents que si tu arrives à plaire à des gens qui sont à l'opposé de tes valeurs, moi j'ai de l'inquiétude à ce sujet-là. Qui es-tu? As-tu des masques? Donc, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Il faut d'abord te plaire à toi-même. Ça paraît des mots simples, mais c'est vraiment vrai. Bah, c'est clair Tu que c'est regardes à simple si l'intérieur on le de met dans toi-même l'application. ce qui sont tes forces, ce que tu n'as pas. Il y a des choses que tu peux acquérir et développer. Il y a des choses que tu ne les auras jamais. Désolé, si tu n'es pas un mathématicien né là, tu peux aller faire de l'école des maths, mais il y a des gens qui sont surdoués. On est comme ça. Ça ne sert à rien d'envier des gens, mais tu as d'autres choses qu'ils n'ont pas. Donc, c'est ce travail de se regarder avec sincérité et bienveillance. Détends-toi. Détends-toi. Personne n'est mort. Tu vas être ce que tu peux et du mieux que tu peux. Et surtout, soyez courageux pour assumer ce qui vous êtes. Tout ce que tu fais et que tu sèmes, assume-le. Tout ce que tu rejettes aussi, assume-le. Soyez courageux. C'est ce que je dirais. Merci tellement, Mm. Néné, pour ce partage. C'était un plaisir que vous m'avez Vraiment. donné l'opportunité de. C'était un plaisir de te recevoir. J'étais en coaching moi-même pendant cet Je suis épisode. passionnée de ça, Je donc suis foncièrement contente aussi qu'on termine cette série de podcasts avec tout ça parce que je pense que tu as fait un beau wrap-up de tout ce qu'on a vu, veux pas. Puis j'espère que ça va permettre aux personnes qui nous écoutent de continuer ce chemin aussi, parce que c'est un chemin qui est continuel, on l'a vu. Donc merci pour ton partage, merci pour ta avec bienveillance, plaisir. merci pour ta franchise. Oui, je ne Merci sais pour pas faire autrement. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais moi je dors avec. Donc, merci pour ton honnêteté, Néné, soyons courageux, ce que je te dis n'est-ce tout le temps. pas? Soyons courageux d'être qui on est. C'est important. Parce on sera toujours la meilleure personne qu'on sera pour nous-mêmes. Si on est bienveillant avec nous-mêmes, Yeah. soit ta meilleure amie, soit ton meilleur ami. Totalement. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Néné pour cet échange riche, profond et éclairant. Tu nous rappelles que la clarté est une force, que nos pensées peuvent être des alliés puissantes et que la transformation personnelle commence souvent par un simple regard intérieur. Nous remercions également la Fondation canadienne des relations raciales, notre bailleur de fonds, pour son soutien dans la réalisation de cette série dédiée à la santé, au bien-être et au renforcement des capacités des femmes de la diaspora africaine.